Bonjour YouTube, bienvenue dans cette VOD des questions d'actualité au gouvernement. J'espère que tu vas bien. La séance est ouverte. Et bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle les questions au gouvernement. Eh oui, il paraît. La première va être posée par monsieur Guillaume Lepers pour le groupe Droite Républicaine. On commence par la droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à messieurs les ministres du Commerce extérieur et des PME. Ah, deux ministres pour une question. Permettez-moi de vous présenter Joy Buy. C'est le petit nouveau qui, depuis avant-hier, vient s'ajouter sur la liste des géants du e-commerce qui inondent notre marché de milliers de produits à prix dérisoire fabriqués dans des conditions sociales et environnementales douteuses. De quoi? J'ai pas entendu le nom. Ces plateformes ont bâti leur empire sur une stratégie d'addiction consumériste visant directement nos enfants à travers des campagnes publicitaires massives sur les réseaux sociaux. Avec par exemple l'émergence de TikTok Shop, elles les incitent à une surconsommation permanente en jouant sur la psychologie et l'instantanéité d'achat. Pendant ce temps, nos commerçants, nos PME, nos artisans, nos créateurs et des filières complètes, en fait, subissent une concurrence déloyale, car ces géants profitent de failles réglementaires. Exonération de droits de douane sur les petits colis, fraude sur la valeur déclarée en douane ou encore absence totale de traçabilité des produits. C'est un véritable tsunami qui dévaste depuis des mois nos enseignes françaises. Alors qu'il y a une tempête en Jamaïque, moi j'aurais pas osé. J'aurais pas osé, pardon. Et pendant ce temps, nos centres-villes se vident de leur commerce de proximité. Vous voyez, pendant ce temps, il y a une tempête en Jamaïque. La France ne veut pas défendre la transition avec écologique les métaphores, et la souveraineté économique d'une main, tout en laissant prospérer de l'autre ces acteurs du gaspillage massif et de la désindustrialisation silencieuse. Et personne ici ne devrait, sous le couvert bien démagogique de défendre le pouvoir d'achat des consommateurs, se résigner à voir disparaître à plus long Cuba maintenant nos entreprises et nos emplois. J'ai entendu un 300 km/h et tout, c'est violent. Je vous demande, quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour renforcer les contrôles douaniers et fiscaux sur cette plateforme? Comment comptez-vous protéger nos entreprises locales et garantir la transparence sur les conditions de production? Et enfin, quelle action envisagez-vous pour limiter la manipulation commerciale des plus jeunes consommateurs par ces géants du numérique? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors. La parole est à monsieur Serge Papin, ministre en charge des PME, du commerce et de l'artisanat. J'arrive pas à retenir le nom du ministre, c'est terrible. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Guillaume Lepers, un grand merci pour votre question parce que c'est l'une des priorités. Et bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Mon ministère, c'est lutter contre les plateformes. Shine, Temu, vous avez cité Joy Buy. Mais aussi Joy Buy, Amazon, vous connaissez vous? TikTok Shop, c'est la première fois que j'entends parler. De colis bourrés de produits bas de gamme, ce qu'on appelle le social shopping, et c'est une priorité pour deux raisons. Okay. Vous l'avez dit, ces plateformes ne respectent pas nos règles, ni écologiques, ni sanitaires, ni commerciales. Leurs pratiques sont déloyales, c'est du dumping. Elles frappent de plein fouet nos commerces de centre-ville, les rideaux tombent, vous l'avez dit, définitivement, et c'est en grande partie à cause d'eux. Je vous propose de mener la bataille sur deux aspects. Un, éveiller les consciences. Deux, organiser la résistance. Éveiller les consciences, nous sommes sensibiliser en guerre au fait qu'acheter ces produits sur ces plateformes. Ah, ça coupe encore. C'est chiant. À détruire nos commerces et à se mettre soi-même en danger. Et en effet, on va en payer le prix plus tard. Vous avez raison de le dire. Organiser la résistance, alors on va tripler les prélèvements effectués par les DGCCRF. Qu'est-ce que c'est ça, Arflo, dont tu parles? Et tant que les règles ne sont pas respectées, il y aura sanctions. Ça me parle pas. Pour le contrôle, la DGCCRF va se coordonner avec les douanes pour être plus efficace. Une réponse européenne, j'imagine? Je le sens venir. Enfin, et c'est sans doute le plus important, nous proposons d'instaurer une taxe de 2 € par type de produit pour ces petits colis par article. Et nous voudrions la généraliser au niveau européen, qui est le bon niveau pour que cette taxe soit efficace. Ah, je lui préchote les réponses des ministres maintenant. Sur ma détermination à vos côtés sur ce sujet. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Moi, je suis dans le futur. Clémentine Autain pour le groupe écologiste et social. Les écologistes maintenant. Monsieur le Premier ministre, sur quoi va déboucher notre débat parlementaire? Allez-vous tenir parole? Vous nous avez dit ici même, le débat à l'Assemblée nationale vivra, ira jusqu'au bout, jusqu'au vote. Le Parlement aura le dernier mot. La loi se fera ici, pas à Bercy. L'heure est venue de passer aux travaux pratiques. Hier soir, nous avons adopté un amendement défendu par les groupes de gauche et écologistes pour une taxation minimale sur les multinationales.
Oui, adopté contre l'avis du gouvernement. Autant d'impôts en proportion de leur chiffre d'affaires en France que nos TPE-PME. C'est une mesure de justice fiscale, c'est une protection face à une mondialisation qui détruit les économies locales et creuse les inégalités. Cette mesure, elle rapporte 26 milliards d'euros. Vous en cherchiez 30, mais dans les poches de ceux qui ont le moins, nous vous avons trouvé une juste solution. Mais allez-vous respecter l'adoption de cette nouvelle recette par notre Assemblée nationale? Par ailleurs, vous repousser le débat sur la désormais célèbre taxe Zuckman que nous avons proposée avec ma collègue Eva Sas. Vous cherchez une formule light. Si light qu'elle pourrait rater sa cible, rapporter trop peu à nos comptes publics. Parce que exclure les si mal nommés biens professionnels, c'est acter que les milliardaires continuent à payer 2 fois moins d'impôts en proportion de leurs revenus que leurs chauffeurs ou leurs secrétaires. D'ailleurs, la taxe Zuckman ne serait étudiée qu'à partir de vendredi à l'Assemblée nationale. Éviter la censure des députés socialistes tout en maintenant votre dogmatisme économique et votre alliance avec LR, c'est au fond vouloir faire rentrer un rond dans un carré. Pour nous, l'enjeu, c'est de réparer la mauvaise gestion macroniste, vos cadeaux privilégiés sur le dos des classes populaires pour enfin améliorer le sort, le quotidien des Français. Cela passe par une mise à contribution des ultra-riches et des multinationales, pas légèrement, mais franchement. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Amélie qui rappelle les positions des groupes de gauche sur les débats budgétaires. Madame la députée, vous le savez, la France veut que la justice fiscale progresse. Et elle souhaite, et elle a créé, vous le savez, des alliances au niveau mondial, et ça, c'est efficace. Nous avons voulu, dans les derniers mois, non pas chercher des petits effets, non pas faire les Don Quichotte sur Twitter, mais nous avons cherché à être à nouveau efficaces. Être efficace, c'est avoir trouvé, et vous n'avez pas parlé, c'est dommage, du président de la République qui, en novembre 2021, a permis à 140 pays de se mettre d'accord sur un impôt minimal mondial sur les multinationales qui, Madame la députée, va rapporter dans les caisses de l'État, en sonnant et trébuchant, 500 millions d'euros cette année. Parce que 500 millions d'euros, c'est ce que nous devons appliquer avec les conventions qui existent. Alors vous me parlez d'un amendement qui a été voté hier. Certains disent qu'il rapporte 25 milliards. Nous avons fait nos comptes, il va coûter à l'État. Il va coûter à l'État parce que d'abord, il ne respecte aucune convention fiscale. Et si nous l'avions, et si nous l'appliquons, si le processus va à son terme dans la navette parlementaire, et si donc la loi est votée, il faudrait, par votre amendement, remettre en question 120 conventions fiscales, se lancer dans des contentieux avec toutes les entreprises, avec tous les pays, et à la fin, je vous le dis, Madame la députée, cet amendement coûtera plus cher au budget d'État qu'il ne rapportera d'argent. Alors j'ai été étonnée. Mais c'est marrant, elle ne le chiffre pas. Le débat que nous aurons dans les prochaines heures sur l'article 3, Madame la députée, qui arrive. Il y a eu des articles appelés en priorité, mais l'article 3 arrive. Nous y travaillons. Il arrive. Vous n'avez pas parlé chez vous. Vous n'avez pas parlé d'emploi. Vous n'avez pas parlé de croissance. Vous n'avez pas parlé d'innovation. Et il nous semble, pour nous tous ici, que oui, la fiscalité doit être justement répartie, qu'elle doit être proportionnée, que chacun doit contribuer à la hauteur de ses moyens, mais que jamais nous devons être confiscatoires et remettre en cause notre Constitution, et que jamais, Madame la députée, jamais, nous devons avoir une fiscalité qui empêche nos entreprises, nos entrepreneurs d'embaucher, d'innover, d'investir, parce que sans eux, la France n'a pas d'avenir. Normalement, vendredi, on pourra suivre les débats sur la taxe Zuckman. La parole est à présent à Monsieur Philippe Bollot pour le groupe démocrate. Vous n'aviez plus de temps, Madame la Les démocrates. Merci beaucoup, Madame la Présidente. De François Bayrou. Ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Mais normalement, on va pouvoir suivre la taxe Zuckman vendredi. L'industrie, téléphone portable, véhicules électriques, équipements médicaux, robots, capacités militaires, ces technologies nécessitent des terres rares omniprésentes, indispensables et stratégiques pour le numérique, pour la mobilité, l'énergie, la santé et la défense. Alors même qu'elles nous sont essentielles, la Chine, qui domine l'extraction et le raffinage, a récemment durci les exportations. Ce durcissement a provoqué une onde de choc géopolitique, ravivant les tensions dans les relations sino-américaines. L'annonce chinoise a suscité une réponse musclée de l'administration Trump, qui a brandi la menace de droits de douane de 100% sur les produits en provenance de Chine. Oh là. Cette incroyable prétention de Pékin à Coucou Hydraulique. de ses frontières est officiellement justifiée pour des exigences de maintien de la paix mondiale. En réalité, elle relève la stratégie de toute puissance, patiente et méthodique, engagée depuis les années 80 pour maîtriser de bout en bout la chaîne de valeur des terres rares. L'étau se resserre.
Au-delà des tensions sino-américaines, quelles seront les conséquences et quelles seront les victimes collatérales du durcissement chinois? La situation doit nous alerter. La France et l'Europe n'échapperont pas aux conséquences d'un marché de terres rares bouleversé. Si demain les approvisionnements sont bloqués, ce seront nos chaînes de production qui s'arrêteront, ce seront nos industries stratégiques qui seront à la peine, ce seront nos capacités d'innovation qui s'étioleront. On en attend que ça, des industries qui ont besoin des terres rares. Monsieur le ministre, cette décision chinoise fera Qu'est-ce peser qu'on de lourdes produit en termes incertitudes de sur de nombreux secteurs technologie industriels en français France? qui résisteront difficilement à des surcoûts, à des retards de production, à des difficultés d'approvisionnement. Monsieur le ministre, quelle stratégie la France va-t-elle mettre en œuvre pour sécuriser nos approvisionnements et préserver notre souveraineté industrielle? Il y a urgence à agir. Que comptez-vous faire pour que la France maîtrise son avenir sur les terres rares? Je vous remercie, monsieur le cas, la député. question est intéressante. La parole est à monsieur Sébastien Martin, ministre Parce que si on en veut charge de l'industrie. réindustrialiser, et pour de vrai, au-delà des postures macronistes, monsieur le député, il nous faut mesdames et messieurs, les des députés, ressources d'abord, stratégiques. je voudrais vous prier d'excuser Roland Ouais, c'est Lescure ça. qui Donc, touchait cette énergie à il me semble à pas qu'on Toronto, qui m'a produise demandé de bien énormément en vouloir vous France. répondre, vous attirez mon attention sur les restrictions d'exportation de terres rares. C'est lui le décidées par ministre la de Chine, l'Industrie, Sébastien dans Martin? le cadre effectivement J'arrive pas de la avec guerre ce nouveau commerciale ministère. qui est menée avec les États-Unis en ce moment. Depuis le 2 avril, Pékin a instauré des contrôles à l'exportation sur les aimants permanents et les terres rares, avec une possible extension dès ce mois de novembre. Je vous indique qu'avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, nous avons mis en place une cellule d'appui à Paris et à notre ambassade à Pékin pour accompagner concrètement nos entreprises et assurer la continuité des approvisionnements. Ils ont mis en place un numéro vert, le ça ministère faisait des longtemps. Affaires étrangères, vous l'indiquez, nous demandons à la Chine de reconsidérer et de différer ces nouvelles restrictions. Et cette question doit être portée au niveau européen Bah voilà, Bruno et demande. international. Mais la réponse doit aussi être industrielle et souveraine. Depuis 3 ans, nous investissons pour reconstruire une filière française de terres rares. À La Rochelle, Solvay a relancé la production de terres rares pour aimants permanents. À Lac, Et on en a, nous, une des nouvelle terres rares usine en pour les France. terres rares lourdes est en construction. En Isère, Mag Ressources produit déjà des aimants recyclés, tandis qu'Orano et le CEA ont lancé une ligne pilote récemment sur leur site. Par ailleurs, je vous indique que de nouveaux contrats d'approvisionnement seront d'ailleurs signés dès demain avec le Canada. Et Oui, d'autres effectivement, sont on est en la cours d'examen deuxième avec le Brésil ZEE et du l'Australie. monde. De même, Donc oui, je du coup, réunirai ça dans fait les tout beaucoup. prochains Ah oui, jours effectivement. à Bercy l'ensemble des filières impactées Merci pour les par ces risques infos. de chute d'approvisionnement en matière de terres rares. Mais votre question, elle soulève la nécessité de sortir d'une forme de J'imagine que naïveté, l'exploitation monsieur le des député. terres rares des fonds Aujourd'hui, marins nous sommes pollue dans un beaucoup. conflit Du coup. ouvert. Nous sommes dans une situation d'agression de nos marchés et face à cela, la réponse doit être extrêmement ferme de la part de la France et de l'Europe, insister sur la nécessité de protéger nos frontières et de nous défendre à travers les mécanismes de préférence européenne notamment. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Préférence Monsieur le député. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour votre réponse. Oui, il faut sortir de cette naïveté qui consisterait à croire que nous pouvons ne rien faire et laisser la Chine nous s'emparer de tous les marchés. On le voit sur l'automobile, voilà. on le voit dans Donc le je domaine l'avais de l'énergie, pré-shot. on le voit dans le domaine de l'électronique et dans tant d'autres domaines. Donc il faut absolument rendre notre industrie souveraine à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. C'est notre avenir qui en dépend. Merci, monsieur le député. La parole est à présent monsieur Laurent Mazory pour le groupe FIOT. Liberté, indépendant, outre-mer et Ma question territoire. s'adresse à monsieur le ministre délégué chargé de l'industrie. Ah bah de nouveau. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas sans savoir que la filière automobile française traverse une crise structurelle et conjoncturelle. Il est donc plus qu'urgent d'accompagner cette filière dans sa restructuration indispensable pour notre pays afin d'éviter une perte, voire une fuite des compétences de nos territoires et préserver ainsi l'emploi et le savoir-faire. Les territoires des agglomérations de Saint-Quentin-en-Yvelines, de ma circonscription ou encore de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise représentent une grande part de l'emploi direct et indirect régional de la filière. Il est donc capital pour elles que l'État puisse les aider à accompagner la reconversion de ce secteur. Consciente des enjeux nationaux et internationaux de la France, ces EPCI proposent à la fois des crise, mais également pour faire de cette dernière une réelle opportunité économique et stratégique afin de renforcer la souveraineté industrielle de la France. Dans cette perspective, réorienter le milieu automobile vers les marchés de la défense est une solution à encourager. L'Allemagne a déjà d'ailleurs largement engagé des évolutions dans ce sens. Les compétences mobilisables du secteur, qui sont nombreuses, pourraient, ne pas en douter, répondre aux besoins croissants des forces armées françaises. Néanmoins, l'accès aux PME issues de l'automobile au marché de la défense se heurte à plusieurs obstacles. Complexité des procédures de marché de la DGA, difficulté de répondre au marché public, manque de lisibilité sur les moyens et les besoins
à moyen terme. Difficulté à atteindre les niveaux de certification nécessaires, faible structuration des filières aval autour des PME. Pour lever ces obstacles, ces deux agglomérations sont fortes de propositions concrètes et innovantes. Création de marché intermédiaire PME de défense, création d'un label transfert de compétences automobile défense, mise en place d'un guichet DGA territoire. C'est ça, oui, voilà, ça me rappelle Renault, ouais. Et pas le chanteur. Dans ce contexte, je veux avec demander, monsieur le ministre, quelles sont les orientations du gouvernement pour accompagner la filière automobile dans sa transformation indispensable et si vous pourriez soutenir et promouvoir activement les solutions que je viens d'évoquer. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Sébastien Martin, ministre en charge de l'Industrie. Merci, madame la présidente. Fais très attention à ce que tu vas dire. Messieurs les députés, monsieur le député Laurent Mazory, vous appelez mon attention sur la situation de l'industrie automobile et sur ses possibilités de diversification, notamment dans le secteur de la défense. Et j'associe bien évidemment à cette réponse la ministre de la Défense, Catherine Vautrin. Vous le savez, le gouvernement soutient fortement les investissements de la filière puisque depuis 2020, ce sont plus de 2 milliards d'euros d'aides qui ont été orientés vers la filière automobile et ont permis de moderniser notre outil productif et notamment de réduire de 3,4 années la durée l'âge moyen du parc machine. Mais plus spécifiquement sur cette question de la diversification, vous faites part d'initiatives portées par 2 intercommunalités dans votre département et je crois que ça souligne la nécessité que État et territoire travaillent ensemble pour trouver les leviers de croissance qui peuvent être apportés à la filière de l'automobile. Vous avez cité ces exemples, mais je pourrais aussi citer des entreprises de décolletage, des entreprises de roulement à billes qui aujourd'hui réorientent une partie de leur activité vers les activités de défense. Et je note d'ailleurs qu'il est nécessaire que nous travaillions mieux avec Catherine Vautrin sur les commandes de la DGA pour que celle-ci soit accélérée Direction et générale des armées. véritablement dans les territoires. Enfin, vous soulignez d'une manière générale la situation de notre industrie automobile et la nécessité que nous avons, là encore, dans les discussions en cours et notamment sur la question de 2035 et des transitions, d'à la fois assurer cet objectif des souplesses nécessaires, mais aussi de défendre la préférence européenne. Car nous voulons avoir des véhicules fabriqués en Europe, fabriqués en France et avec des composants à l'intérieur qui viennent d'Europe et qui sont construits en Europe. Sinon, nous serons à côté de la réponse à apporter aux salariés de ces usines qui sont inquiets aujourd'hui. C'est moi ou c'était vachement flou comme réponse? La parole est à présent à monsieur Sylvain Berrios pour le groupe Horizon. Bon, ça fait bizarre de voir votre tout court. On en est où là? Horizon, Édouard Philippe. Madame la Présidente, Messieurs le Ministres, mes chers collègues, l'orthophonie, c'est ce qui fait que mon fils parle aujourd'hui. M'a confié la maman du petit Louis, Saint-Maurien de 3 ans, atteint de troubles autistiques. Pourtant, Louis, comme 100 000 enfants, va devoir interrompre son parcours de soins car la loi de finances de la Sécurité sociale pour 2025 prévoit l'arrêt des remboursements des séances d'orthophonie effectuées par des professionnels libéraux auprès d'enfants déjà suivis dans un CMP, un centre médical et psychologique, au prétexte que ces CMP n'auraient pas conventionné avec les orthophonistes libéraux. Je rêve où il désigne le PLFSS qu'il a lui-même voté. Vise à éviter le coût d'une double prise en charge. En pratique, elle révèle surtout une méconnaissance de la réalité. Si la sécurité sociale rembourse les soins d'orthophonie et la prise en charge en CMP, en vérité, la majorité des CMP ne disposent pas d'orthophonistes. Il n'y a donc pas de double prise en charge lorsque les patients font appel à un orthophoniste libéral. Oui, parce que c'est le centre qui a voté la PLF 2025. Ni les moyens administratifs Horizon, pour centre droit. les conventions exigées par la sécurité sociale. La conséquence, c'est que Louis et 100 000 enfants en France sont pris en otage par une complexité administrative et seront contraints d'interrompre leur parcours de soins si nous n'agissons pas. La prise en charge de tous les publics en difficulté est importante. Je vous propose, dans le cadre du projet de loi Finances et Sécurité sociale pour 2026, de revenir sur cette mesure afin de permettre à des enfants de bénéficier d'un parcours de soins complet. Madame la Ministre, pourrons-nous compter sur vous? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à Qu'est-ce qu'on fait Stéphanie pour les Ries, personnes victimes du TSA en termes de prise en charge? Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le député Berrios de nous
faire une question sur les orthophonistes. En cette journée d'ailleurs mondiale contre l'accident vasculaire cérébral, dont on sait que les soins sont assurés en partie. C'est elle, Stéphanie Ries? C'est la première fois que je l'entends. Je voulais il a aussi voté, s'est fait allumer par sa partenaire une fois rentré à la maison. Ah oui. Sur le métier. Je pensais que c'était premier degré, tu vois. Formation d'autophonistes. Et cet été d'ailleurs un avenant conventionnel qui a permis d'améliorer l'accès aux soins sur l'accès aux orthophonistes. Vous l'avez rappelé, vous l'avez très bien expliqué, il y a plusieurs façons très techniques de financer ces soins d'orthophonistes quand un enfant est adressé à un centre médico-psychologique. Et vous avez mis le doigt sur cette difficulté qui entraîne à l'heure actuelle des difficultés d'accès aux soins d'orthophonie. C'est pour cette raison que nous avons demandé à l'assurance maladie de lever cette mesure prise pour permettre aux enfants d'accéder aux soins. C'est là évidemment l'engagement du gouvernement. Il va y avoir le débat sur le budget de la sécurité sociale et je souhaite que nous puissions avancer sur ce sujet. Merci Madame la Ministre. Elle a juste répondu pour dire j'ai demandé. C'est Bruno demande, mais pour la santé. Nous amenderons en ce sens. Et bien sûr, le sujet des orthophonies en France est un sujet également de nombre. Et c'est la raison pour laquelle le groupe Horizon et Indépendants avait déposé une PPL visant à augmenter le nombre des orthophonistes. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent monsieur Jean-Victor Castor pour le groupe GDR. La gauche démocrate et républicaine, les communistes et ultramarins. Madame la ministre de la Santé, chers collègues, trihallométhane, aluminium, mercure, voilà la liste des poisons que les Guyanais ingèrent quotidiennement. Des trihallométhanes, substances chimiques potentiellement Merci pour ton témoignage, et de l'aluminium ont été détectés à des taux dépassant les seuils fixés par l'OMS dans l'eau distribuée en Guyane. Par ailleurs, vous le savez tous ici, depuis des années, le mercure issu de l'orpaillage clandestin dans les fleuves de Guyane continue d'intoxiquer notre population. J'avais déjà interpellé Mme Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. On a de plus en plus d'eau impropre à la consommation, même en métropole. Juste à quelques Déjà que dans les outre-mer, c'est pas bien Jojo. Potable de la rivière de la Comté. C'est pire en pire aussi en métropole. On est en train de perdre notre service public de l'eau. Sur un territoire dit français, l'eau du robinet soit devenue un facteur de risque permanent pour la santé publique. C'est fou, hein. Depuis des années, les habitants de Guyane boivent une eau multicontaminée, souvent sans le savoir et sans alternative. Pourtant, l'ARS a l'obligation d'alerte et d'injonction aux différents acteurs. Pire, on apprend que l'agent justifie son silence en expliquant que cette Bonjour à toutes celles et ceux qui nous ne rejoignent. présenterait pas de danger à Oui, long j'ai terme. regardé justement la carte de l'eau potable, non potable, et c'est affreux. Si vous voulez avoir peur, regardez cette carte. Pour Halloween, vous mettez cette carte, tout le monde a peur. Du risque sanitaire. Ce silence, c'est celui d'un État qui tolère le laxisme, qui déroge régulièrement quand il s'agit de nos pays. Le scandale du chlordécone en est le meilleur exemple. Il n'est pas question de laisser la charge du risque sur notre population. Madame la ministre, l'eau potable est un droit, pas un privilège. Je vous demande donc... Elle a l'air tellement de s'emmerder là-dessus, Naïma Mouchou, quoi. Dès les premiers dépassements des seuils, quel plan d'action le gouvernement va-t-il mettre en œuvre à court terme? Intéressant, Arflo. Les Guyanais n'ont pas besoin d'explications techniques, ils ont besoin d'eau non polluée. Je vous remercie, monsieur le député. C'est Naïma Mouchou. Madame Stéphanie Ries. Ah non, c'est Ries. Ministre de la Santé et des Familles. C'est qui le ministre de la Santé déjà, j'ai oublié. Merci, Madame la Présidente. J'arrive pas à retenir les noms du gouvernement. J'y arrive pas. D'un sujet éminemment important et je vais essayer de ne pas le faire technique comme vous avez proposé. Bah, ce serait bien que ça fasse 2 minutes et pas une. L'eau du robinet est l'un des produits de consommation les plus contrôlés. C'est 18 millions de contrôles dans notre pays par an. Ah, normal, c'est la ressource sur laquelle on dépend tous, Monsieur Stéphanie. le député, soyez-en sûr. Vous l'avez dit, dans les territoires ultramarins, l'accès à une eau potable de qualité est réellement un enjeu structurel. Cet enjeu, il est à travers... le gouvernement agit sur merci cet pour enjeu le lien le plan de la carte DOM que vous connaissez pour soutenir les collectivités et renforcer la gestion durable de l'eau potable et de l'assainissement dans les Outre-mer. Concernant les tritalométhanes, c'est pas drôle, Stéphanie. Vous l'avez dit, sont des substances pouvant se former naturellement lors du traitement de l'eau, en particulier lors de la désinfection au chlore. Ils font l'objet d'un suivi sanitaire renforcé et de seuils de qualité strictement encadrés par la réglementation nationale.
En cas de dépassement, si c'était le cas, l'ARS accompagne immédiatement les collectivités pour identifier la cause et corriger la situation. Bah, j'ai l'impression qu'en Guyane, niveau accompagnement... systématiquement mise en œuvre. Aucune eau présentant un risque pour la santé n'est mise à la consommation. Je voudrais redire ici cet engagement du gouvernement et reste bien sûr avec mon cabinet à votre disposition. Oh, il n'a pas du tout l'air convaincu. Hein, Je vous remercie, Madame la ministre. Victor Castor. La parole est à Monsieur Bartholomé Lenoir pour le groupe UDR. On passe à l'UDR. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Alors que nous débattons oui, en du plus, budget, l'eau en chaque bouteille jour, qui est hors de prix la folie dans les fiscale Outre-mer. qui s'est emparée de cet hémicycle. Derrière ces murs, le gouvernement voit-il encore la réalité? Je pense en particulier... va faire un tour en Guyane, tiens, si tu veux voir la réalité. Les défaillances explosent. Plus de 70 000 auront baissé le rideau en 2025, un record. Nos artisans, nos bouchers, nos laiteries, nos restaurants, nos hôtels, nos bars, nos coiffeurs disparaissent. Je vous parle de la France des commerçants, de la France des indépendants, celle des Français libres dont les fins de mois ne sont pas difficiles, Monsieur le Premier ministre, mais dont les fins de mois n'existent plus, tout simplement. Cette situation on est sur la période de chiante, l'abandon de notre les 8 minutes souveraineté en matière chiantes, énergétique et de l'abandon de notre souveraineté industrielle, devenus les proies des idéologues. Cette situation est aussi le fait d'un État qui a plongé les entreprises dans les taxes et les impôts, qui a abîmé le pouvoir d'achat des salariés avec ses charges démesurées. Tout cela reléguant le mérite et la valeur travail à l'arrière-plan. Mais pourquoi faire, Monsieur le Premier ministre? Pour sauver le train de vie d'un État devenu obèse, où les agences prospèrent au détriment d'un service public de terrain. Pourquoi vous réfugier dans le socialisme? Votre budget pour vous sauver va achever notre pays, notre culture et nos villages. Pensez à la France et aux Français, réduisez les dépenses, réduisez les impôts et les taxes qui condamnent notre avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le député, vous savez, depuis quelques jours, nous débattons. Nous débattons des impôts, nous débattrons bientôt des dépenses. Et un budget, c'est un choix collectif. Et c'est un choix où il ne s'agit pas d'être dans l'incantation. Il faut être dans la DD. Dans la DD? Sur chaque sujet, il faut être dans la DD. Et nous avons une boussole. Comment on crée des emplois? Comment on soutient les entreprises? Vous avez cité les chefs d'entreprise. Quelle est la majorité aujourd'hui qui cherche à baisser les impôts qui pèsent sur notre production industrielle? Nous. Et la baisse de la CVAE a été votée. Quelle est la majorité qui cherche à soutenir l'investissement, la recherche et l'innovation, comme nous y invite d'ailleurs le prix Nobel de l'économie, Philippe Aghion? C'est nous. Ça s'appelle France 2030. Le principe de charbon actif, ça fonctionne pour filtrer l'eau, Flo? Quelle est la majorité qui pense que nous devons nous soucier du pouvoir d'achat des travailleurs et que nous devons J'en profite aussi pour poser des questions. Comment nous n'augmentons pas les impôts? J'avais entendu parler de l'arnaque des carafes filtrantes. Alors, Monsieur le député, vous parlez de dépenses, vous parlez d'économie. Oui, avec le Premier ministre, nous voulons travailler sur l'organisation de l'État, comment nous sommes plus près des citoyens, comment vous avez vu France Service se déployer, comment avec France Santé on utilise des moyens publics pour que nous répondions, non pas par des mots, mais par des actions de terrain à ce qui doit être la vie des Français. Et oui, à la fin, il y a un déficit. Et ce déficit n'est pas soutenable. Et il est beaucoup trop coûteux de nous dire que parce que nous renoncerions à nos choix, nous allons continuer à payer des créanciers. Nous allons continuer à payer de la dette. Et cette majorité, ce gouvernement, a mis sur la table une proposition. Précisément, nous avons mis une proposition qui fait que, hors ministère de la Défense, tous les ministères se serrent la ceinture. Tous les ministères font des efforts. Tous les ministères réduisent leurs dépenses. Ah oui, d'accord. À la fin, eh bien, nous ayons le choix, que les députés de demain aient le choix et que notre souveraineté soit protégée. Vous voyez, Monsieur le député, c'est par ces débats, par ce travail que nous y arriverons, pas en faisant peur aux Français et pas par des mensonges qui, honnêtement, ne répondent pas à la réalité. Je vous remercie. Je n'ai pas vraiment écouté Amélie de Montchalin, sachant que son groupe Madame la ministre, je vous parle de la France des est responsable de la baisse des recettes. Coucou Hugo, bienvenue sur ce stream. Personne n'est dupe. Comment vas-tu depuis hier, Vous êtes associé aux socialistes. C'est sur les 8 minutes chiantes. Et vous avez condamné les chefs d'entreprise pour vous maintenir au pouvoir. C'est une réalité. Enfin, là, il en reste plus que 4. Les Français le savent. Il se repose. Tu fais bien, ouais. Parce que demain, ça va être vénère. Il vous reste 5 secondes. Bon courage à toi. J'attends de voir, Monsieur le député, ce que vous allez faire sur la taxe sur les petits colis. J'attends de voir, Monsieur le député, ce que vous allez faire pour que nous puissions répondre à la Chine qui nous envahit et non pas à Madame la ministre. La parole est à présent à Madame Anchia Bamana pour le Rassemblement national. Allez, Rassemblement national maintenant, dont demain c'est leur niche parlementaire que Hugo va suivre. Mesdames, Messieurs les ministres, je ne sais pas comment il fait. Ma question s'adresse à la ministre des Outre-mer.
Ah, je souhaite Naïma attirer Mouchou qui votre s'ennuyait attention ferme sur tout à des l'heure. faits particulièrement préoccupants révélés par la presse locale à Mayotte. Le 2 juin 2025, la préfecture de Mayotte aurait procédé à la vente aux enchères de palettes d'eau initialement destinées à la population après le passage du cyclone Chido. Selon le journal Mayotte Hebdo du 22 octobre, ces stocks financés par l'État dans le cadre de l'aide d'urgence post-cyclonique. Courage aux Mahoraises et aux Mahorais. Entreprises Bon, privées la situation et à est des catastrophique associations. en plus. Ouais. Dans son droit de réponse du 23 octobre, le préfet de Mayotte reconnaît Ça va avoir faire un an, organisé rendez-vous cette compte. vente Un an le cyclone Chido et confirme bientôt. surtout que vivre avec des coupures d'eau est normal. Oh là là. Ces révélations provoquent une vive indignation au sein de la population qui subit depuis des années une pénurie structurelle d'eau, situation reconnue par la loi du 11 août 2025 sur la refondation de Mayotte. Madame la ministre, le Code de l'environnement affirme que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation et la résolution 64-292 de l'ONU consacre le droit à l'eau comme un droit fondamental. Vendre une aide humanitaire ça dans fait un écho à la territoire question où plus de 70% de la Guyane de des tout à l'heure. habitants vivent sous le seuil de pauvreté et où les coupures peuvent durer jusqu'à 4 jours constitue une atteinte à la dignité et au principe d'égalité devant le service public. Madame la ministre, quelles mesures le gouvernement compte prendre pour garantir la transparence dans la gestion des aides humanitaires à Mayotte et le respect du droit marche. à l'eau Merci d'être dans passé, ce Hugo. département durement Bon courage à éprouvé. toi. Bon après-midi. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Naïma Mouchou, ministre en charge des Outre-mer. J'entends de plus en plus de paroles qui disaient que Merci, Madame la Présidente, les Mesdames, ultramarins Messieurs les appréciaient députés, Manuel Madame Valls aux Outre-mer. La députée Bamana, je sais votre On engagement critique sur le Manuel sujet, Valls, je suis le premier à le faire. Bien sûr, mais je j'entends sais des aussi la ultramarins qui situation me disaient préoccupante que sur Manuel l'archipel, Valls, les c'était équilibres bien aux sont encore Outre-mer. très fragile et je peux vous dire qu'aucun responsable ne considère que la situation soit satisfaisante aujourd'hui. Mais parce que le sujet est grave, le sujet de l'eau est un sujet grave, je ne peux pas laisser prospérer des fausses informations sur ce qui s'est passé au mois de juin dernier sur cette vente aux enchères C'est de la fake news d'eau par l'État. Que s'est-il passé? Nous étions dans la gestion de crise post-Chido. L'État a alors, à ses frais, acheté plus de 2 millions de bouteilles qu'il a fait acheminer, qu'il a fait distribuer aux populations. À ses frais, bien évidemment, et c'était bien normal. Nous étions dans le traitement de besoins tout à fait vitaux. Ensuite, une fois l'urgence absolue passée, le reliquat de bouteilles d'eau en question a effectivement été vendu. Mais je vais vous dire, il a été vendu à des entreprises et à des professionnels dans le cadre de la loi, dans le strict cadre de la loi, puisque vous savez que la cession de biens par l'État est réglementée. Les règles de transparence et les règles de publicité, elles ont été respectées. Donc non, la préfecture de Mayotte ne s'est pas enrichie dans cette opération. Elle a respecté les règles. Non, les grossistes et les distributeurs n'ont pas pu acquérir de palettes d'eau, comme je l'ai vu écrit, en bénéficiant de cette opération. Et non, le quota stratégique de Après, l'État c'est possible de le sur revendre l'eau, plus cher, pas de l'acheter à prix plus que coûtant à l'eau l'État et qui de le vient revendre plus effectivement cher des avec dons la humanitaires spéculation. que vous avez, On parle de l'eau à Mayotte, qui est une ressource disparu. précieuse du coup. Fausses informations. Je vous propose de ne pas cautionner cette désinformation et je vous proposerai plutôt, le RN et la désinformation. je vous ai engagé de continuer à travailler, d'avancer sur l'usine de dessalement d'Ironibé, sur la 3e retenue collinaire d'Ouroveni, de poursuivre les forages, de donner de l'ambition au plan eau. Il nous faut absolument des projets structurants pour les Mahorais et les Mahoraises et pour sortir de cette crise de l'eau. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la députée. Madame la ministre, ces stocks d'eau auraient dû bénéficier en priorité au public des CCAS qui en ont tant besoin et aux familles les plus fragiles. Vendre de l'eau c'est Naïma Mouchou. l'argent des Le tact, c'est pas son contribuables à truc. des entreprises privées est juste scandaleux. C'est fini. Merci, Madame la députée. La parole est à présent à Madame Emmanuelle Hoffmann pour le groupe Ensemble pour la République. Les députés macronistes. Merci, Madame la ministre. Ma question s'adresse à la ministre de l'IA et du numérique. La France dispose d'un système d'intelligence artificielle reconnu comme le leader européen. Avec 1,4 milliard d'euros levés en 2024 et 781 start-up IA en 2025, nous captons la majorité des investissements européens dans ce secteur. Mistral rivalise avec les géants mondiaux. Nous sommes fiers de nos champions comme Glimmer, Safran, Miracle ou encore Photoroom.
Cette excellence est le fruit de nos talents, de notre recherche académique et d'une stratégie nationale. Je découvre que Photoroom, c'est français. Incroyable. Or, les acheteurs publics ne représentent que 12% du chiffre d'affaires de nos start-up. L'État américain et la Chine structurent leur écosystème IA via une commande publique stratégique et assumée, qui priorise leurs champions. L'Europe laisse sa commande publique dispersée, sans préférence assumée pour les solutions européennes. C'est un enjeu de souveraineté fondamentale. Ce n'est pas du protectionnisme, c'est du pragmatisme. L'Europe doit valoriser les solutions européennes pour l'IA et le cloud, en France. au moins à égalité Combien de vont échouer? et de qualité. Le président de la République... Allez, je prends vos paris, je prends vos estimations. Combien vont échouer? Européen avec détermination. C'est un combat collectif pour l'autonomie stratégique de l'Europe. Le rapport de notre mission sur les entreprises et l'IA est clair. Créer un guichet unique à Bercy pour orienter nos entreprises vers les marchés publics. Mobiliser la commande publique comme levier stratégique. Porter à Bruxelles une préférence européenne. La Commission devrait publier sa proposition fin 2025. Nous avons une fenêtre décisive. Madame la ministre, comment envisagez-vous de donner des débouchés en France et en Europe à nos start-up et nos entreprises d'IA? Quels outils pouvez-vous mobiliser pour faire de la commande publique un levier de cette souveraineté technologique? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Sébastien Martin. Surtout quand on voit les implications environnementales de l'IA. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée Emmanuelle Hoffmann, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie pour votre question. Vous prie d'excuser l'absence de Madame. Tu vois, j'allais dire 80% d'échecs. Ouais. Qui est actuellement à Strasbourg pour l'événement Ah non, c'est Martin. En commun. J'y arrive pas, les ministres. Vous l'avez rappelé, la France dispose d'un écosystème d'intelligence artificielle particulièrement dynamique, avec des acteurs de référence comme Mistral, Safran, Hugging Face ou Akemia. Vous les connaissez tous ces outils, sur notre excellence scientifique et sur la stratégie nationale pour l'IA, lancée dès 2018 et dotée de près de 3 milliards d'euros pour faire de la France une puissance de l'intelligence. L'enjeu aujourd'hui est clair, permettre à nos entreprises d'innover, de grandir et de conquérir des marchés en France comme en Europe. L'IA est un levier essentiel de souveraineté, comme vous l'avez indiqué, de compétitivité et d'efficacité publique. C'est pourquoi le gouvernement agit sur deux fronts. D'abord, le soutien à l'écosystème avec l'appel à projets pionniers de l'IA. Et ensuite, avec la diffusion de l'IA dans toute l'économie, par la poursuite et l'amplification du plan OSIL-IA pour les entreprises. Et comme vous le soulignez, avec l'évolution de la commande publique pour favoriser les solutions françaises et européennes, et notamment en lien avec les conclusions du rapport que vous avez présenté en septembre dernier. Et je veux vous dire, Madame la députée, qu'à ce sujet, nous avons, dans le cadre des orientations qui ont été fixées et qui ont été proposées par votre rapport, nous avons engagé des travaux pour faire évoluer la commande publique afin que nos administrations, nos opérateurs et nos collectivités adoptent massivement des solutions d'IA souveraines. Au fait, il est là, Sébastien Lecornu, je ne l'ai pas vu. L'intelligence artificielle au service de la croissance, de l'efficacité et de l'action publique. Merci beaucoup, Monsieur. Ah bah oui, il est là, c'est bon. La parole est à Madame Gabrielle Catala pour la France Insoumise. La France Insoumise, le député de Jean-Luc Mélenchon. Monsieur le Premier ministre, l'entreprise génocidaire de Netanyahou se poursuit. Si le cessez-le-feu a heureusement permis aux familles israéliennes de retrouver leurs proches retenus en otage, pour les Palestiniens, l'enfer des bombardements a repris. Depuis son entrée en vigueur, 211 d'entre eux ont été assassinés, dont 46 enfants rien que cette nuit. La famine fait des ravages, touchant un demi-million de Palestiniens. Les camions d'aide humanitaire entrent au compte-gouttes et les activités de l'UNRWA sont toujours bloquées par des lois votées par la Knesset. Ce même Parlement qui a voté 2 textes validant l'annexion de la Cisjordanie. Et que fait la France ? En dossier vassaux des États-Unis, vous souscrivez au plan colonial de Donald Trump, un plan de promotion immobilière au service de son genre et des seuls intérêts israéliens, un plan qui ne laisse aucune place à l'autodétermination d'un peuple, un plan imposé aux Palestiniens sans même les consulter. Ah, d'accord, merci. Vos communiqués faussement indignés couvrent notre pays de ridicule. La France condamne, dites-vous, en y ajoutant, avec la plus grande fermeté, une 50aine de communiqués et de tweets depuis le 7 octobre et autant d'incantations sans aucune conséquence dans le réel. Car malgré l'apartheid, malgré l'extermination d'un peuple, malgré l'enfermement sans procès et la torture pratiquée par l'État d'Israël, vous ne décrétez toujours aucune sanction. Pire,
Vous continuez à mentir à la représentation nationale, car oui, la France livre des armes à Israël. Oui, c'est le drapeau palestinien. Après les tubes à canon, les pièces. Elle dit rien, Yael Braun-Pivet d'ailleurs maintenant. Des composants pour des drones. La responsabilité de attention, c'est un drapeau palestinien, faut l'exclure. Hein. Monsieur le Premier ministre, pourquoi notre pays a-t-il reconnu l'État de Palestine si ce n'est pas pour agir aux conditions de son existence réelle? La diplomatie française héritée du général de Gaulle est à présent méconnaissable. La vôtre valide la déshumanisation et la dépossession des Palestiniens. La vôtre enterre la paix et emporte avec elle ce qu'il restait c'est du bon droit pour les pins. international. Ok. Ah, ok. La parole est à monsieur Nicolas Forissier, ministre en charge du commerce extérieur et de l'attractivité. Donc il y a une jurisprudence sur les pins. Madame la Présidente. C'est pas Jean-Noël Barrot qui répond? Madame la députée Laurence Catala, j'entends votre lecture de ce qui... Gabriel Catala, pardon. J'entends votre lecture de la situation actuelle en Palestine. Je voudrais juste, au nom de Jean-Noël Barrot, que je vous prie d'excuser, qui est retenu par ailleurs, vous donner la réalité Alors des lui, faits je le découvre, et la position le nouveau de la France. Pokémon. Là. C'est vrai que le cessez-feu demeure fragile et l'aide humanitaire largement insuffisante. Demeure fragile, il a été violé cette nuit. Hein. C'est la première étape d'un long chemin vers une solution politique durable qui garantira la sécurité d'Israël, je le dis, tout en reconnaissant les droits légitimes des Palestiniens à un État. Et c'est la position de la France. Et la France appelle à nouveau le droit à disparaître. Toutes les parties à respecter l'accord obtenu il y a 2 semaines à Sharm el-Sheikh, dont je rappelle d'ailleurs que la France a été un élément essentiel, puisque avec l'accord avec l'Arabie saoudite, elle a pavé au fond la voie qui a conduit à cet accord. Nous appelons le Hamas à rendre sans délai les dépouilles d'otages restantes et nous saluons l'aide de l'Égypte qui a déployé encore récemment un convoi pour aider à retrouver les corps des otages israéliens restants. La France et l'Union européenne sont pleinement engagées pour permettre l'entrée massive et sans entrave de l'aide humanitaire, ce qui est aussi un sujet essentiel. Que ça m'intéresse. Les choses avancent, madame. Parce que moi, j'ai toujours entendu parler de l'idée comme quoi la solution à 2 États seront désormais allait permettre les autorités israéliennes d'améliorer les choses. Je veux vous redire une deuxième chose, madame la députée. J'aimerais bien savoir. Au fond, la position de la France, elle poursuit 3 objectifs. Premièrement, la reprise massive et sans entrave des opérations humanitaires via les Nations Unies et les organisations internationales. Deuxièmement, la restauration de la sécurité avec la mise en place d'une force internationale de stabilisation et la formation des forces palestiniennes de sécurité. Et enfin, l'enjeu de la gouvernance à Gaza qui passe par le fait que les Palestiniens doivent être au cœur de la gouvernance. Voilà la position française. Oui, en leur refusant le droit de décider du coup avec le plan de paix. Et nous la poursuivrons, je le dis au nom du gouvernement. Génial. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Madame la députée, une seconde. Monsieur le ministre, une seconde. Israël a violé 80 fois le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu n'existe plus et vous n'avez prononcé à ce jour aucune sanction à l'encontre d'Israël. Merci beaucoup, madame la députée. La parole est à présent à madame Marie-Josée Allemand pour le groupe socialiste. Et on termine avec les socialistes. Peut-être qu'un jour on terminera les socialistes, mais ça c'est autre chose. Excusez-moi, je me suis emporté. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé. Madame la Ministre, la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux est une course contre la montre. Chaque minute compte. Chaque minute perdue, ce sont 2 millions de neurones détruits. Et derrière ces chiffres, ce sont des vies bouleversées, plus de 150 000 chaque année. Le plan d'action national AVC 2010-2014 avait permis à la France de renforcer son maillage territorial et ainsi d'améliorer la prise en charge pour toute suspicion d'AVC. Mais depuis, ces avancées n'ont pas été consolidées. Les rapports de la Haute Autorité de Santé et de la Cour des comptes appuient mon propos. Les inégalités d'accès aux soins se sont creusées et certains départements restent aujourd'hui sans solution adaptée. C'est le cas dans les Hautes-Alpes, territoire exemplaire des difficultés rencontrées par les zones rurales et de montagne. À Gap, la prise en charge des AVC repose sur 2 neurologues seulement, épaulés par la télé-AVC la nuit et le week-end. Faute d'une salle de radiologie interventionnelle, les patients doivent être transférés à Marseille, 180 km, Grenoble, 120 km, avec un délai moyen de transport de 90 minutes avant d'accéder à un geste de thrombectomie mécanique. En matière d'AVC, Madame la Ministre, 90 minutes, c'est une éternité. Cette situation illustre un défi national, celui de garantir à chaque citoyen, quel que soit son lieu de vie, une réelle égalité d'accès aux soins urgents et spécialisés.
L'ouverture d'une salle de C'est intéressant radiologie ce que tu dis, interventionnelle dans les Très Hautes-Alpes intéressant. ne serait pas seulement une réponse locale, elle symboliserait la volonté de l'État de corriger les fractures territoriales dans l'accès à la santé. Madame la ministre, le besoin est immense. Pouvez-vous vous engager à l'ouverture d'une salle de radiologie interventionnelle dans les Hautes-Alpes, notamment en vue des JOP 2030 ? Il s'agirait, au-delà du département, d'un symbole fort adressé à toutes les zones rurales et de montagne. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Stéphanie Ries, ministre en charge de la Santé. Eh ben, disons que ça aurait été le quart d'heure de Stéphanie aujourd'hui. Merci Madame la Présidente, merci Madame la députée allemande de nous alerter sur l'accident vasculaire cérébral. Nous sommes aujourd'hui dans la journée mondiale qui rappelle l'ampleur de l'enjeu de santé publique. 120 000 personnes atteintes chaque année, 30 000 décès par an, la première cause de mortalité chez la femme et de handicap moteur non traumatique. Face à cette maladie, la première chose à prendre en compte, c'est la prévention. Et je voudrais dire 2 points. La première, c'est que chacun d'entre nous, chacun qui nous écoute, doit connaître les signes qui doivent alerter et faire appeler le 15. Une bouche qui se déforme, des troubles de la parole, un côté du corps qui ne marche moins bien, des céphalées brutales. On ne doit pas hésiter, il faut appeler le 15, ça sauve des vies. Ensuite, dans le cadre de la prévention, il y a la détection des facteurs de risque qui arrivent aux accidents vasculaires cérébraux. Nous avons mis en place Mon Bilan Prévention pour les 40 à 50 ans qui fait partie des mesures dynamiques dans cette recherche de prévention. Toutes les mesures qui sensibilisent sur l'hypertension artérielle. Si on a de l'hypertension artérielle, il faut se faire traiter. Ça évite de faire des accidents vasculaires cérébraux. Enfin, sur l'offre de soins, vous l'avez dit, nous avons ces dernières années structuré une offre de soins avec des unités neurovasculaires, 140 dans notre pays, avec un maillage territorial qui existe et avec de la télémédecine en soutien de ce maillage territorial qui permettent d'avoir une réponse. Malheureusement, cette réponse n'est pas suffisante. La Cour des comptes le redit dans son rapport, puisque une personne sur 2, si elle est détectée, n'est pas hospitalisée dans ces unités neurovasculaires. Nous devons nous améliorer, c'est un engagement que je prends. Nous allons le faire notamment avec les maisons France Santé dont le Premier ministre pourra mettre en avant ces prochains jours, qui va permettre de rapprocher les citoyens sur tout le territoire. J'ai bien entendu votre question particulière géographique sur laquelle je ne connais pas le dossier à ce jour, mais que je vous propose qu'on puisse se voir pour regarder. Merci beaucoup, Madame la ministre, Madame la députée. Je vous remercie. J'ai bien pensé un moment que vous ne répondriez pas à ma question et que nous pourrions mourir tranquilles dans les Hautes-Alpes. Je vous remercie. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance reprendra à 15h. Elle est suspendue pour le moment. Merci beaucoup. Hop, et c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. J'ai encore oublié d'enlever le pré-live. Alors, du côté de l'Assemblée nationale, parce que comme d'habitude, j'en profite pour le dire, nous, on va passer du côté du Sénat d'ici 10 minutes. Là, le gouvernement va prendre ses petites jambes et va se diriger vers le Sénat. Donc nous, on va continuer. YouTube, j'espère que cette VOD t'aura plu. Avant de partir, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour m'encourager dans mon travail. Et puis nous, on va débriefer cette séance de questions d'actualité à l'Assemblée nationale tout de suite.